Sur Géonosis, en 22 avant Yavin, dans une arène d'exécution creusée à même la roche, Dooku fait une offre qu'il n'a jamais faite à un autre Jedi vivant. Il ne la fait pas à Mace Windu, il ne la fait pas à Yoda. Il l'a fait à un chevalier Jedi ligoté à une colonne de pierre quelques minutes avant de le livrer au croc d'un Rick. Le plan que Darth Sidious construit à travers la guerre des clones comporte pour ce même homme une clause distincte et documentée. À bord de l'Invisible End, 3 ans plus tard, l'ordre transmis à Dooku n'est pas de capturer Obi-Wan Kenobi, c'est de le tuer. Puis, de se rendre à Anakin Skywalker. 2 Jedi présents sur le même pont et 2 destins radicalement différents déjà écrits pour eux par le même homme. Le reste du plan de Sidious ne connaît pas ce genre de nuances. Sur l'ensemble de l'ordre Jedi, 10 000 membres selon les estimations les plus courantes des archives canoniques, l'ordre 66 ne fait aucune distinction. Les clones exécutent leurs généraux sans les regarder dans les yeux, sans discours, sans offre de conversion. Padawan, chevalier, maître, la liste ne trie personne. Et pourtant, 13 ans avant que cet ordre ne soit donné, un homme reçoit un traitement à part. On essaie de le convertir. On échoue. Alors on donne l'ordre de le tuer, nommément, avant tous les autres. Et 10 ans après la chute de la République, cet homme reste la cible d'une traque personnelle, coûteuse, menée par le bras droit de l'empereur en personne, à une époque où l'écrasante majorité des survivants Jedi a depuis longtemps cessé d'intéresser qui que ce soit. 13 ans d'attention documentée, un ordre d'exécution nommé, une décennie de chasse continue après coup. Ce n'est pas le profil d'un ennemi méprisé. L'attention commence sur Géonosis, dans une salle d'interrogatoire éclairée de rouge, quelque part sous les usines de fabrication de droïdes. Kenobi vient d'être capturé après avoir découvert, depuis l'orbite, la ligne de production d'une armée séparatiste. Dooku entre. Il ne pose aucune question sur le renseignement militaire. Il s'assoit, presque affable, et parle d'autre chose. Des centaines de sénateurs, dit-il, sont désormais sous l'influence d'un Dark Seigneur des Sith nommé Darth Sidious. Le Némidien de la Fédération du Commerce, ajoute-t-il, a été trahi par ce même Dark Seigneur 10 ans plus tôt. Et c'est ce Némidien qui, dans sa rancœur, a tout raconté à Dooku. Kenobi refuse de croire un mot de cette histoire. Puis vient la phrase que Dooku ne prononcera jamais devant Mace Windu, jamais devant Yoda, jamais devant un autre chevalier de l'ordre. « Rejoins-moi, et ensemble nous détruirons les Sith. » Kenobi refuse. Ce que cette scène établit dépasse le simple refus. Un Jedi vient de recevoir, de la bouche même de l'homme qui sert Sidious, le nom exact du Dark Seigneur qui contrôle la République. Aucun autre membre de l'ordre, à aucun moment du canon antérieur à la chute de Palpatine, n'obtient cette information directement d'un porte-parole Sith. Kenobi transmet l'enregistrement holographique au Conseil depuis Kamino. Le Conseil regarde. Yoda relie l'information au pressentiment plus ancien d'un déséquilibre dans la Force. Mais l'alerte s'arrête là, noyée dans l'urgence d'une guerre qui commence le jour même sur cette arène. Sidious, qui observe le combat depuis Coruscant par le même canal de transmission, prononce une phrase brève à propos du déroulement des événements. Tout se passe comme prévu. L'homme qui vient de recevoir son nom véritable, qui vient de refuser de le rejoindre, se retrouve au cœur d'un plan qu'il vient pourtant de menacer d'exposer. Et Sidious n'en est pas contrarié. Il est satisfait. Un détail mérite d'être posé ici avec la précision qu'il exige. Sidious ne panique pas devant l'homme qui détient son nom. Il ne l'élimine pas sur le champ, alors qu'il en aurait eu par Dooku l'occasion immédiate. Il le laisse repartir, il le laisse rapporter l'information au Conseil, et il continue son plan sans en dévier d'un degré. Soit Sidious estime cette information sans danger tant qu'elle reste enfermée dans les archives d'un Conseil paralysé par la bureaucratie du Sénat, soit il a déjà, à ce stade, une idée précise de ce que cet homme représente, et cette idée n'inclut pas la panique. 3 ans passent. En 19 avant Yavin, aux commandes de l'Invisible End, dans les couloirs métalliques d'un vaisseau amiral séparatiste plongé dans le chaos d'une bataille spatiale au-dessus de Coruscant, Palpatine, captif mis en scène, en réalité metteur en scène de sa propre capture, transmet à Dooku la véritable finalité du duel qui s'annonce. Selon la novélisation de La Revanche des Sith, écrite par Matthew Stover et publiée en 2005,
La mise en scène exige 2 issues précises et non négociables. Dooku doit tuer Obi-Wan Kenobi, puis se rendre à Anakin Skywalker, laissant au jeune chevalier l'exécution de son ancien maître comme rite de passage. Le récit public qui en résultera, Anakin héros vainqueur, Obi-Wan mort au combat, Palpatine sauvé, sert directement le projet de Sidious de préparer la chute de la République et l'ascension de son apprenti désigné. Le duel se déroule dans l'étroitesse d'une passerelle de commandement, entre les rangées de consoles clignotantes et les hublots ouverts sur le vide étoilé. Dooku, largement dépassé, panique et concentre son énergie sur Kenobi. Il tranche son bras, l'assomme contre une console, le laisse inerte au sol. C'est Anakin, seul, qui achève le combat, tranchant les 2 mains de Dooku avant, sur ordre murmuré de Palpatine, de lui trancher la tête. L'ordre initial était clair, tuer Kenobi, épargner et corrompre Skywalker. Le combat n'a pas respecté cet ordre à la lettre. Kenobi survit, assommé plutôt que tué, mais l'intention derrière l'ordre, elle, ne varie pas d'un iota entre les 2 textes, film et roman. D'un côté, la mort programmée, de l'autre, la préservation programmée en vue d'un usage plus long. Ce déséquilibre de traitement se lie encore plus nettement lorsqu'on le pose à côté du traitement réservé aux 2 autres figures majeures que Sidious affronte lui-même, en personne, sabre en main, sans intermédiaire. Mace Windu meurt dans le bureau du chancelier, précipité par la fenêtre après un duel où Sidious combat de ses propres mains, où il reçoit lui-même les coups, où il défigure lui-même son visage sous les éclairs qu'Anakin retourne contre lui. Yoda, la même nuit, affronte Sidious dans la rotonde du Sénat, seul contre seul, dans un duel que le grand maître finira par juger perdu d'avance, non par manque de puissance, mais parce que le terrain lui-même, la chambre, le symbole, appartiennent déjà à son adversaire. 2 Jedi, 2 duels personnels menés par Sidious en chair et en os, dans lesquels il engage directement son propre corps et son propre pouvoir. Kenobi n'obtient jamais ce traitement. Pas une fois, dans l'ensemble du canon, Sidious ne l'affronte directement au sabre. Il délègue l'exécution à Dooku sur Coruscant, il délègue la traque de l'Ordre 66 aux clones sous Cody sur Utapau, où des chars ATTE ouvrent le feu sur un homme en fuite sur le dos d'un varactyle, sans que Sidious n'apparaisse une seule fois dans la séquence. Il délègue, une décennie plus tard, la chasse la plus prolongée de tout son règne à Dark Vador. Sidious combat lui-même ceux qu'il veut vaincre par la force pure. Il fait tuer ceux qu'il veut voir disparaître sans confrontation. Sur ce point précis, un renversement de lecture s'impose. Le mépris, dans la bouche d'un Sith, ne se prononce jamais sur le ton du mépris. Il se prononce sur le ton de l'indifférence calculée, et cette indifférence est elle-même une arme, dirigée non contre la cible, mais contre celui qui l'écoute. Matthew Stover, dans les annotations qu'il a rédigées pour l'édition Deluxe de sa novélisation, republiée en 2025, explique avoir délibérément refusé, tout au long du roman, de donner au lecteur un accès direct aux pensées intérieures de Palpatine, alors même qu'il ouvre ce même accès à Anakin, à Obi-Wan, à Mace Windu, à Padmé, à Dooku. Sa justification, consignée dans ces mêmes annotations, Palpatine devait rester plus qu'humain et moins qu'humain à la fois, une figure dont nul, dans l'univers comme hors de lui, ne pourrait jamais deviner la pensée véritable. L'opacité n'est pas un défaut d'écriture, c'est le mécanisme même du personnage. Et ce mécanisme, une fois posé, éclaire rétroactivement chaque déclaration publique que Sidious formule sur Kenobi. Aucune n'est fiable en tant que déclaration. Chacune n'est fiable qu'en tant qu'instrument dirigé vers celui qui l'entend. L'instrument se referme sur Vador, 10 ans après la chute de la République, dans le château de Mustafar. La scène tient en quelques échanges, mais chacun porte un poids disproportionné à sa longueur. Vador, tout juste rétabli après une nouvelle défaite face à Kenobi, informe l'empereur que des sondes de reconnaissance quadrillent désormais chaque système à portée, qu'aucune ressource ne sera épargnée jusqu'à ce que l'homme soit retrouvé. Palpatine ne valide pas cette colère. Il l'observe, presque amusé,
et répond par une question qui n'en est pas une. Il se demande, dit-il, si les pensées de son apprenti sont bien claires sur ce point, si les sentiments qu'il conserve pour son ancien maître ne l'ont pas affaibli. Vador rétorque que Kenobi ne signifie rien, qu'il ne sert que son maître. Dans la même scène, l'inquisiteur en chef tente de rediriger les ressources impériales vers le démantèlement d'un réseau de fuite de Jedi à l'échelle galactique, arguant qu'une chasse à l'homme unique ne peut pas continuer d'absorber cette priorité. Sa remarque est balayée. 3 strates se superposent ici, et aucune ne raconte la même histoire si on l'isole des 2 autres. Palpatine, verbalement, minimise Kenobi jusqu'à l'effacement, un nom qui ne signifie rien. Vador, verbalement, confirme cette minimisation en écho parfait. Et pourtant, dans le même souffle, l'appareil impérial tout entier, sonde, système traqué un par un, force mobilisée sans limite déclarée, un officier de haut rang contrarié par le déséquilibre des priorités, documente l'exact contraire de ce que les 2 voix viennent d'affirmer. Un homme que l'on juge insignifiant ne mobilise pas une flotte entière de sondes de reconnaissance à travers plusieurs systèmes. Ce n'est pas une contradiction d'écriture, c'est la grammaire même du mensonge sithique. Dire l'insignifiance à voix haute, précisément parce que l'inverse serait vrai, et parce que la vérité, ici, présenterait un danger d'un autre ordre, celui de révéler à Vador la faille exacte que Palpatine surveille et exploite depuis 10 ans. Cette faille a un nom, et ce nom n'est ni la puissance au sabre, ni la maîtrise de la force. Kenobi n'a jamais été, dans aucune version du canon, l'égal de Sidious dans un duel de pure domination. Ce registre appartient à Yoda, et Sidious le sait, raison probable pour laquelle il choisit de l'affronter lui-même sur son propre terrain. Ce que Kenobi possède, et que ni la peur ni la séduction ne parviennent à entamer, c'est une forme de clarté tenue, une discipline qui refuse la vengeance autant que la tentation. Les 2 instruments que Sidious déploie sur tous ses autres adversaires, la colère qu'il attise chez Anakin, l'orgueil qu'il flatte chez Dooku, la rage qu'il cultive chez Vador année après année, ne trouvent aucune prise sur cet homme. Il ne l'a jamais recruté parce qu'il ne pouvait pas le corrompre. Il ne l'a jamais affronté seul parce que le duel, chez Sidious, n'a jamais été une démonstration de justice, mais une démonstration de domination. Et que dominer un homme qui ne cherche ni la gloire ni la vengeance rapporte peu de satisfaction psychologique à qui se nourrit précisément de l'une et de l'autre. Ce qu'un Sith redoute rarement se lit dans ce qu'il affronte en face. Cela se lit plus sûrement dans ce qu'il refuse d'affronter, et dans les ressources qu'il consent, en silence, à consacrer à sa disparition indirecte. Palpatine ne s'est jamais battu contre Kenobi. Il a chargé Dooku de le tuer. Il a chargé les clones de Cody de le tuer. Il a chargé Vador pendant 10 ans de le retrouver et de l'achever. 3 délégations successives pour un seul homme, quand 2 Jedi bien plus puissants au sabre ont eu droit, eux, à sa présence personnelle, sabre en main. La vérité qui se dégage de cet ensemble excède le cas particulier de Kenobi. Un Sith qui bâtit toute sa doctrine sur la domination directe révèle, par les rares exceptions à cette règle, la carte exacte de ce qu'il ne sait pas dominer. Le mépris affiché n'est jamais la mesure d'un adversaire chez les Sith. Il en est le camouflage. Et ce que l'histoire retient rarement, c'est que la figure la plus dangereuse pour un manipulateur n'est pas celle qu'il peut vaincre au combat, mais celle sur laquelle ses instruments habituels, la peur qu'il inspire, la colère qu'il cultive, la promesse de pouvoir qu'il agite, ne produisent aucun effet mesurable. L'ordre donné à bord de l'Invisible Hand n'a jamais été révoqué. Il n'a simplement jamais été exécuté. Ni par Dooku sur ce même pont, ni par les clones sur Utapau, ni par Vador sur Mustafar, ni par une flotte de sondes déployée à travers des systèmes entiers pendant une décennie. 13 ans séparent l'offre de recrutement sur Geonosis de l'ordre d'exécution sur l'Invisible Hand. 10 années supplémentaires séparent cet ordre de la dernière scène connue où Palpatine, encore, refuse de dire à voix haute ce que son propre déploiement de force ne cesse d'admettre.
l'ordre reste sans réponse. L'homme reste vivant. Et le silence que Sidious maintient sur les raisons de cet échec pèse, au bout du compte, plus lourd que n'importe quelle déclaration de respect qu'il n'a jamais prononcée. Le Conseil Jedi, lui non plus, n'a jamais pleinement répondu à ce que Kenobi avait rapporté depuis Geonosis. Le nom de Sidious avait été prononcé, transmis, archivé. Et pourtant, rien n'avait bougé. Ce même conseil laissera filer, des années plus tard, un second avertissement, porté cette fois par la lame d'un tout jeune homme plutôt que par un message holographique. Il n'y prêtera pas plus attention. Cette autre histoire attend sur la chaîne pour qui se demande combien de signaux un ordre peut ignorer avant que l'un d'eux ne devienne irréversible.